Bon, on enchaîne. Ça tombe bien puisque ça poursuit un petit peu le propos de David. Bon voilà, le mec il arrive en costard avec un titre à la con. Il n'explique pas son titre en plus. Il commence par une question. On avait déjà eu pas mal d'éléments de réponse juste avant. Oui, en plus ces slides sont en anglais, vraiment le mec fait chier quoi. Pourquoi c'est cool la programmation fonctionnelle? Alors je ne vais pas refaire ton talk évidemment. J'ai juste 2 slides. Premièrement, la programmation fonctionnelle, c'est super cool pour modéliser la donnée. On a tout un tas de goodies, on a les ADT, les types algébriques, on a les types raffinés, on a le pattern matching, on a les type classes, on a la donnée qui est immuable par défaut, donc pour la partager entre différents threads, c'est au top. Mais on a aussi tout un système de ce qu'on appelle les optiques, pour pouvoir faire comme si elle était muable alors qu'elle est immuable. Bref, on est super bien équipé en programmation fonctionnelle pour modéliser la donnée. On est aussi pas mal équipé pour, ça David en a moins parlé, pour modéliser ce qu'on appelle les effets. C'est-à-dire tout ce qui va être les IO-monades, les CATS effects, etc., etc. L'idée étant de décrire les effets de bord qu'on essaie de chasser de nos programmes de façon descriptive et de les interpréter après. Donc on a la programmation fonctionnelle, on modélise super bien la donnée, on modélise très très bien les effets, et à la sortie, on a nos applications qui ressemblent à des espèces de boîtes. À l'intérieur de la boîte, tout est pur, tout est transparent référentiellement, je ne sais pas si ça se dit comme ça, et on essaie de repousser tout ce qui est un peu crado sur les bords de la boîte, en essayant de vraiment, quand on y arrive bien, avoir un seul appel dans toute son application qui fait des effets de bord et qui est dans le main, vraiment sur la paroi de la boîte. Et à l'intérieur de la boîte, tout est joli, tout est propre, tout est pur, tout est composé de plus petites boîtes en fait, qui s'interconnectent les unes avec les autres. Donc du coup, c'est super cool. C'est bon, on a tout ce qu'il faut pour faire des programmes et puis quasiment pas écrire de code et pas avoir de maintenance, tout marche nickel, tout est pur, c'est génial. Bon, pas tout à fait. Le problème, en fait, c'est que nos boîtes, elles sont jolies, elles sont bien rangées, elles sont sympas, mais s'il n'y a rien qui rentre et qui sort, ça ne sert à rien. Donc toutes nos applications, nécessairement, elles ont besoin d'échanger de la donnée avec le monde extérieur. On a les effets qui nous permettent de modéliser qu'est-ce que c'est que d'échanger avec le monde extérieur, mais on n'a pas grand-chose pour nous dire comment on va transformer, comment on va mettre en forme ces choses qui rentrent et qui sortent de nos boîtes. Et le problème, c'est que du coup, on se retrouve dans quasiment tous les projets à devoir écrire du code plus ou moins à la main pour faire tout ce qui est sérialisation, pour faire tout ce qui est accès à notre donnée qui est représentée, qui est stockée dans des bases de données, mais aussi pour générer de la donnée pour des tests, etc., etc. Alors du coup, je vais poser la question aussi, qui fait du Scala ici ? Et qui, dans son dernier projet, n'a pas eu besoin d'écrire du code pour faire de la sérialisation ou ce genre de truc? Personne. Ok. Bah oui, ça arrive tout le temps. Et puis, le truc qui est vraiment pénible, parce que la programmation fonctionnelle, c'est génial, c'est abstrait, donc on va éviter de se répéter, avoir plein de libs. Le truc qui est pénible, c'est que, en fait, on se retrouve, si on regarde tous les projets qu'on a fait, dans tous les projets, à avoir à peu près le même code à écrire, mais spécifique à notre projet. Et on se répète beaucoup, et vas-y que je te fais du play.json, et vas-y que je te fais du Scala checkgen, etc., etc. On se répète, on écrit du code qui est complètement mécanique, parce qu'en fait, si on regarde bien, on ne réfléchit pas quand on écrit ce code-là, à part dans des cas très précis où il faut bidouiller un petit peu son JSON en entrée ou en sortie, mais c'est complètement mécanique. Et puis, niveau business, c'est valeur zéro. C'est-à-dire que c'est technico-technique de devoir échanger de la donnée. Le fait que l'application échange de la donnée avec de l'extérieur, ça apporte une valeur business, parce que si elle n'en échangeait pas, elle servirait strictement à rien. Mais comment elle l'échange, ça n'a aucune valeur pour le business. Bref, c'est relou. Et du coup, on se demande, quand on est un programmeur tout court et en plus un programmeur fonctionnel, s'il n'y aurait peut-être pas moyen de faire un petit peu mieux. Alors évidemment, je ne suis pas le premier à me poser cette question-là. En ce cas-là, on a tout un mécanisme de programmation générique à la compilation, qu'on appelle les macros, et qui fait souvent
se dire aux gens, bah, on va dériver tout ce boilerplate à la compilation. Puisqu'après tout, la structure de nos données est nécessaire et suffisante pour savoir comment on va la représenter en JSON, en Avro, en SQL, en whatever. Donc on se retrouve à rentrer dans le monde merveilleux à la base shapeless et tout un tas d'autres trucs qui sont soit en remplacement, soit par au-dessus, et qui marchent très très bien. Ou qui utilisent directement des macros du reste. Si vous faites du play, il y a play.json, qui est quasiment automatique. On a juste à écrire play, enfin reads de crochet mon type, ça marche. On peut faire la même chose avec shapeless. Vous connaissez un peu shapeless? À la base, grosso modo, en quoi ça consiste la dérivation à la compilation? C'est l'idée de se dire, eh bien, on va représenter la structure de notre donnée sous la forme d'un type, un gros type. Quand on a fait du shapeless, on écrit des très gros types. Et à partir de ce type, on va utiliser la résolution d'implicite pour, par inférence, non, c'est pas inférence le mot, c'est par induction, merci, générer le serializer JSON ou le Avro ou le whatever, le Scala checkgen, à partir de cette représentation abstraite d'un type dans un autre type plus gros. Ça marche très bien, on fait des trucs super cool avec ça. Mais le problème, c'est que la donnée qu'on envoie à l'extérieur de notre application, elle a le très mauvais goût de ne pas avoir le même cycle de vie que notre modèle métier. Si bien que si j'ai envoyé, par exemple, sur la base de données ou à un autre service un bout de JSON avant-hier, et qu'aujourd'hui je mets en prod une nouvelle version de mon ADT avec donc le nouveau serializer et des serializers qui sont déduits à la compilation à partir de ma nouvelle version de mon modèle métier, bah, ça risque de plus marcher. Exemple. Là, imaginons, on a deux nœuds d'une même application microservice hyper sophistiquée qui tournent en parallèle. Et puis, ils échangent des messages. Alors, c'est des messages en JSON hyper intéressants qui parlent, a priori, de personnages d'un dessin animé relativement connu. Et puis, à un moment donné, par ici, voilà, on fait une mise en prod et on déploie une nouvelle version de l'application en commençant par le nœud 1. Dans cette nouvelle version, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé notre modèle métier pour dire que le champ qui s'appelait name va maintenant s'appeler first name. Bon, ben, qu'est-ce qui se passe juste après ce déploiement quand le node 0 a été mis à jour mais pas encore le node 1? Ben, si le node 1 nous envoie un message avec l'ancien format, le node 0 est plus capable de le lire puisque lui, il a son deserializer qui est déduit à la compilation depuis la nouvelle case class. Et donc lui, il attend un champ first name, il ne le trouve pas, il pète. Et dans l'autre sens, ça marche aussi. Si le node 0 n'a pas explosé en vol à cause de cette première erreur, parce que on a bien isolé les effets, etc., et qu'il envoie un message à l'ancien node avec le nouveau format, l'ancien node il ne saura pas non plus lire et ça ne va pas fonctionner. Donc on a un problème de compatibilité à partir du moment où on attache nos serialisers des serialisers à l'état courant de notre code, quand on le dérive à la compilation. Alors, pour mémoire, dans ce sens-là, on appelle ça de la rétrocompatibilité. On est capable de lire les messages dans l'ancien format. Et forward compatible, je ne sais pas si on a un mot en français pour ça, mais c'est la compatibilité en avant, c'est-à-dire que les anciens nœuds vont être capables de lire les nouveaux messages. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on aimerait bien avoir, en général, parce que des mises en prod, ça arrive qu'on en fasse, et ça arrive aussi qu'on change les ADT de temps en temps, parce que le business, il évolue. Donc c'est clairement une fonctionnalité qu'on veut, et qu'on se retrouve la plupart du temps à se palucher à la main, avec du code gros comme ça, qui ne sert que à ça, qui n'a aucune valeur business, etc. C'est super relou. Du coup, qu'est-ce qu'on veut pour de vrai? Parce que ce qu'on voulait, c'était pas avoir à écrire ce code pour la sérialisation, mais on s'aperçoit que le dérivé à la compilation, ça suffit pas, puisqu'on a ce problème de l'évolution. Donc ce qu'on voudrait, c'est un moyen uniforme d'abstraire sur la structure de la donnée. Puisque je répète, la sérialisation, le format au JSON, etc., ça ne dépend que de la structure de la donnée.
le nom des champs, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ils s'imbriquent, etc. Que ça s'appelle Pierre ou Paul, finalement, on s'en fout. Que ça ait un sens métier X ou Y, ça n'a strictement aucune importance. C'est vraiment juste la structure qui nous permet de faire ce genre de calcul. Ce dont on a besoin également, c'est que cette abstraction, elle soit accessible à l'exécution et pas seulement à la compilation. Puisqu'on l'a vu, il y a des choses que les structures accessibles uniquement à la compilation ne nous permettront pas de faire, notamment quand on est en train de mettre à jour notre système microservice, parce que on a différentes versions du même code qui tournent en même temps. Donc il faut être capable d'abstraire et de réfléchir, de raisonner sur la structure de notre donnée à l'exécution. Et puis une fois qu'on aura trouvé cette très jolie représentation de la structure de la donnée, ce serait cool qu'on arrive gratuitement à dériver des opérations à partir de juste cette abstraction-là. Comme ça, on aura nos serialiseurs gratuits. Donc c'est ça qu'on veut. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à le trouver? Il se trouve que oui, ça existe déjà. Et cette abstraction, ça s'appelle un schéma. Alors il n'y a pas beaucoup de définitions vraiment formelles de la notion de schéma sur les internets. C'est souvent relié à la notion de base de données, mais en fait, pour de vrai, c'est plus général que ça. Moi, j'ai tendance à penser qu'un schéma, c'est comme un type, mais c'est un type réifié auquel on a accès à l'exécution et sur lequel on peut agir pendant l'exécution du programme et pas seulement à la compilation. Donc voilà, un schéma, c'est comme un type, mais on l'a à l'exécution. Ça me suffit comme définition. Bon, c'est cool, on est parti. On va définir nos schémas. Alors, à votre avis, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est dur ou pas? Vu comme ça, à vue de nez. Qui aurait tendance à dire que c'est super compliqué? Ouais. Bon, je vois qu'il y a des optimistes dans ce meet-up et c'est cool, parce qu'en fait, ils ont raison. J'ai parlé rapidement au début quand j'ai dit que la programmation fonctionnelle c'était cool pour modéliser de la donnée. J'ai parlé de type algébrique. Vous avez certainement entendu parler des ADT, des GADT. On va rester que sur les ADT. Et effectivement, dans le A de ADT, ça veut dire algébrique. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour faire joli, c'est pas pour plaire aux matheux de l'académie. C'est juste parce que, en fait, n'importe quel type algébrique, c'est le résultat d'une algèbre, mais au niveau des types. Et cette algèbre, elle peut être rendue très très simple. On a juste besoin de 3 éléments, qui sont unit, que j'ai oublié de mettre en rouge d'ailleurs, qui est le type qui n'a qu'une seule valeur, unit. C'est pas grand-chose d'intéressant, mais c'est un type avec une seule valeur. La somme, qu'on peut approximer par le Hazer de ce cas-là, et le produit, qu'on peut approximer par le tuple 2. Le produit de 2 éléments. Et puis il faut aussi un moyen pour gérer le cas des types récursifs. Parce qu'on a des types qui ont le mauvais goût de se référencer eux-mêmes, et là ça devient un peu compliqué. Mais une fois qu'on a ces 4 trucs-là, on est capable de représenter tous les types possibles. Et je ne vais pas vous le prouver, mais je peux vous en donner une intuition. Par exemple, on peut dire qu'un bit, donc quelque chose qui a 2 valeurs possibles, soit 0, soit 1, c'est strictement la même chose que Hazer, unit. Du reste, on y reviendra après. Une fois qu'on a défini ça, on peut dire un byte, un octet, c'est 8 bits. Donc c'est le produit de 8 fois Hazer, unit. Alors vu que nous, on n'a que des produits binaires, parce qu'on s'est vachement restreint, ça donne ce truc... il est où mon doigt? Ça donne ce truc un peu moche ici, là. Un bit, puis un autre bit, et puis etc. Des paires imbriquées. Mais ça marche. D'ailleurs, si on veut se donner une intuition de est-ce que ça marche, cette correspondance, il suffit de compter les habitants d'un type. On a dit unit, ça n'a qu'un seul habitant, donc ça compte pour 1. La somme, ça a autant d'habitants que la somme des habitants de ces deux membres. Et le produit, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle comme ça. Et le produit, ça a autant d'habitants que le produit du nombre d'habitants de ces deux membres. Donc est-ce qu'il y a des chances que notre représentation de bits, elle fonctionne? Oui, parce que 1 plus 1, ça fait 2. Il y a 2 bits possibles. C'est pas sûr que ça marche, mais au moins ça peut. Si j'avais dit que bit, c'est juste unit,
j'aurais pu dire, bah non, ça ne marche pas, parce que unit, tu n'as qu'un seul habitant, et il t'en faut 2 pour faire un bit. Pareil, byte, bah, il suffit de faire la multiplication, on a bien 2 puissance 8, hein, si on fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, 8 fois. Et donc ça marche aussi. Donc ça ne prouve pas que ces deux types sont équivalents, mais au moins ça nous donne une intuition. Alors on peut avancer, parce qu'évidemment, on ne va pas refaire tous les types primitifs dans cette écriture-là, ça risque d'être un peu long. Une option, on peut décider que c'est équivalent à either, unit et A, une option de A. Le cas unit, ce sera pour none, et le cas right, ce sera pour sum. Et effectivement, option de A, si A a petit a habitants, bah, option de A a A plus 1 habitant. Toutes les valeurs possibles de A, plus une valeur pour none. Etc., etc. Alors, je vous ai mis la liste ici pour mémoire. C'est un type récursif, la liste chaînée. Alors, on m'a fait des réflexions sur cette écriture-là. C'est pas la peine de le regarder. J'ai mis ça juste pour mettre du code qui compile, mais qui compilerait. Mais sinon, on peut dire que je vais me rapprocher de l'écran. La liste, alors du coup, on ne voit pas très bien. C'est soit unit pour la liste vide, soit une paire qui contient un premier élément, le head, et ensuite une autre liste. Et du coup, on voit que c'est récursif. Et en ce cas-là, on n'a pas le droit d'écrire ce genre d'alias de type. Et du coup, on se retrouve avec un truc chelou qui s'appelle fix, qui permet en gros de casser la récursion. Mais vous n'êtes pas obligé de comprendre ça, on s'en fout. List, c'est juste un type récursif, et voilà. C'est un peu plus galère à écrire, mais on peut aussi, dans ce formalisme-là, l'écrire avec juste la somme, le produit et unit. Donc au final, on a 3 trucs plus la récursion, mais on va laisser ça de côté pour ce soir parce qu'on est tous fatigués. On a juste 3 trucs qui nous permettent de tout représenter. Bon, on a nos schémas, en fait. En tout cas, on a la base pour faire nos schémas. Et donc, ceux qui ont levé la main tout à l'heure pour dire que c'était pas si compliqué, avaient raison. Alors, c'est pas compliqué. Ah oui, je vais finir sur les case class et des exemples un peu plus concrets. Mais là, on a un petit ADT super simple. On a un trait user avec deux sous-classes. Et on peut dire on peut représenter ce type complètement en disant que admin, c'est équivalent à juste une string, parce qu'il y a juste un champ string. Customer, c'est équivalent à string int. Et le filtret, c'est équivalent à soit admin, soit customer. Donc en principe, si j'ai bien bossé, vous devriez être convaincu qu'on a vraiment juste besoin de ces 3 trucs pour représenter n'importe quelle structure de données. C'est bon, vous êtes convaincu? Ok. Voilà, c'était mon point, c'est qu'on a juste besoin de ces trois constructs, unit, la somme binaire, le produit binaire, pour tout représenter. Le problème, c'est que c'est pas super pratique. Parce que je ne sais pas si vous avez, on va le remettre, hein, mais juste l'encodage pour un octet, c'est un peu gros. Alors, l'encodage pour une chaîne de caractères en UTF-8, par exemple, ça peut être un peu gros. Donc, ce serait bien, si on voulait un truc un peu utilisable, d'avoir une série de choses qui ne sont pas nécessaires, mais qui sont quand même bien pratiques, donc qui sont convenient, et qui sont notamment une façon de représenter des types primitifs, pour éviter d'avoir à se palucher byte égale bit. Une façon de représenter les séquences, parce que souvent, dans nos formats d'échange, les listes, par exemple, ne sont pas des listes chaînées, mais des tableaux. Donc, ça peut valoir le coup d'avoir un raccourci pour ce genre de truc-là. Et puis, 2 autres constructions pour ce qu'on appelle les records et les unions. Parce que là, je vous ai un petit peu mystifié. On n'avait pas encore toute la structure avec juste nos sommes et nos produits, on n'avait pas les noms des champs. Donc un record, c'est jamais qu'un produit de choses de champs qui ont un nom. Et l'union, c'est pareil, mais pour la somme. L'union, c'est une somme de branches qui ont un nom. Par exemple, notre filtret, tout à l'heure, on le représenterait par une union. Et chaque branche correspondrait à chacun des sous-types de notre user, et elle serait étiquetée avec le nom de la classe, par exemple. Mais une fois qu'on a ça, on peut le rajouter par-dessus notre encodage très très simple à base de somme, produit et unit, et on continue d'avoir quelque chose qui, au bas niveau, est super simple,
mais devient quand même un petit peu plus utilisable. Pour arriver à faire ça, on a besoin de la notion d'isomorphisme. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler d'isomorphisme? Pas trop. Un isomorphisme, on peut voir ça comme juste une paire de fonctions qui sont inverses l'une de l'autre. Si bien que si j'ai un isomorphisme entre A et B et un truc de A, bah, je peux utiliser les deux pour fabriquer gratuitement un truc de B. Donc en l'occurrence, si j'ai un schéma pour A et un isomorphisme pour B, bah alors j'ai la même chose qu'un schéma pour B. C'est pas une simple fonction de A dans B suffit pas, parce qu'il y a des moments où je vais avoir besoin de transformer un B en A pour pouvoir transformer mon schéma de A en schéma de B, et dans l'autre sens, suivant que le truc est covariant ou contravariant. Je dis des gros mots, mais c'est juste pour mémoire. Donc par exemple, comment ça se traduit ici? J'avais mon schéma pour bits. Alors ça, c'est dans le... On verra, cette syntaxe, c'est le syntaxe d'une librairie imaginaire qui fait des schémas. Et ben, je pourrais dire, OK, ben, une fois que j'ai un schéma pour bits, je vais réutiliser le même schéma, mais pour parler de booléens, qui sont mes types qui m'intéressent moi. Et j'ai juste à expliquer comment je passe de l'un à l'autre dans les deux sens. Donc mon bit, on se souvient, c'est un either unit unit. Je décide arbitrairement que le côté gauche, ce sera false. Non, ce sera true. Et le côté droit, ce sera false. Et à ce moment-là, bah, pour passer de l'un à l'autre, j'ai juste à dire, bah, quand j'ai mon bit, qui donc est un either, je le fold pour devenir un booléen. Et quand j'ai un booléen, je fais un if pour envoyer un left ou un right, suivant que c'est true ou false. Et à partir de ce moment-là, bah, partout où j'avais besoin d'un schéma pour booléen, je peux passer le schéma de bit décoré avec cet isomorphisme. Et cette mécanique-là, et le fait que ça marche, va nous permettre, par-dessus notre encodage hyper simple bas niveau, de rajouter nos fonctions de convenience de plus haut niveau, tout en restant assez simple en général. Ok, bon, bah, du coup, on a notre encodage pour le schéma. C'est cool. On voulait, depuis tout à l'heure, on cherchait donc un moyen uniforme d'abstraire sur la structure de la donnée, ça on l'a. On voulait un truc qui soit accessible au runtime. Je ne voulais pas montrer, mais c'est pas très compliqué d'écrire ces classes unit, product, etc. Donc on devrait pouvoir l'avoir. Et tout ce qui nous reste maintenant, c'est un moyen de dériver des opérations à partir de cette abstraction. Alors ce serait bien de définir qu'est-ce que c'est qu'une opération. Tout simplement, une opération sur A, c'est quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une fonction qui soit prend un A en argument, retourne un A, ou les deux. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait un A qui soit impliqué dans un truc qui ressemble à une fonction. Et à ce moment-là, bah, on appelle ça une opération sur A, et puis on va la noter F de A, parce qu'on est super paresseux. Mais voilà, un F de A, c'est quelque chose qui met en jeu un A, dans un sens ou dans l'autre, ou les deux. Et qu'est-ce que c'est que dériver, du coup ? Après, on saura ce que ça veut dire, dériver une opération. Dériver, tout simplement, c'est trouver, pour n'importe quel type A, une fonction de schéma de A dans notre F de A, notre opération. J'insiste, pour n'importe quel type A. C'est-à-dire un type A qu'on ne connaît pas à l'avance. Il se trouve que ce type de fonction, de F de A dans G de A pour n'importe quel type A, ça a un nom, ça s'appelle une transformation naturelle, et ça se note comme ça dans la plupart des libres fonctionnels de Scala, que ce soit Scala Z ou CAT, la petite flèche avec le tilde. Donc quand on dit qu'on veut dériver un f à partir de nos schémas, tout ce qu'on a à faire, gros guillemets, c'est de produire une transformation naturelle de schéma dans f. Et à partir du moment où on aura cette transformation naturelle, eh ben on pourra l'appliquer sur n'importe quel schéma pour n'importe quel type. Un schéma de user, un schéma de customer, etc. Et on obtiendra un f de user, un f de customer, etc. Alors oui, j'aurais peut-être dû donner des petits exemples ici de f. Typiquement, un encodeur JSON, c'est une opération. Ça prend en paramètre un A et ça renvoie un truc en JSON la plupart du temps. Un décodeur, bah, c'est relativement équivalent à une fonction qui renvoie un A, etc., etc. Donc vous voyez
si on définit le terme d'opération de cette façon très vague, ça nous ouvre un champ des possibles assez large. On reviendra là-dessus plus tard. Et donc dériver, c'est juste transformer un schéma, enfin tous les schémas possibles, en un f correspondant. Et comment on fait ça? Alors là, je vais passer très vite, parce que sinon, on en aurait pour au moins 2 soirées. Mais grosso modo, un schéma, c'est un arbre. D'accord? Ça va être un arbre avec des sommes, des produits, des units, des machins, etc., des types primitifs et tout ça. Un arbre, bah, le seul truc qu'on peut faire, c'est le folder, grosso modo. Donc c'est la même chose que fold sur une liste, c'est juste un petit peu plus général, un petit peu plus compliqué. Mais l'idée, c'est toujours la même chose. On va parcourir notre arbre pour arriver jusqu'aux feuilles, qui sont, dans le cas d'un exemple real world, ce sont des types primitifs dans nos schémas. À partir de ça, on va être capable de fabriquer un f pour nos types primitifs. Ça, bon, bah, il faut l'écrire, mais en principe, c'est fait. Et puis ensuite, on va être capable, en remontant dans l'arbre, de combiner des petits f de x et des petits f de y en des trucs un peu plus gros. Par exemple, quand on remonte sur le nœud d'un produit, on a un f pour la branche droite, un f pour la branche gauche, et tout ce qu'on doit faire, c'est combiner ces deux trucs pour faire un f du produit du type de gauche et du type de droite. Donc ce f de AB. Quand on est sur un nœud somme, eh ben on doit prendre le f de A et le f de B pour produire un f de Heiser AB. Et si on est capable de faire ça de façon générique, nœud par nœud, en principe, on doit être capable, à la sortie, on a un schéma de x, y, z, on va produire un f de x, y, z. Parce que on a prouvé qu'en fait, x, y, z, il était isomorphique à la représentation somme-produit qu'on avait définie pour lui. Alors, si vous voulez, après, je vous montrerai, en marge du talk, je vous montrerai comment on le fait pour de vrai, mais c'est pas plus compliqué que ça dans le principe. Du coup, il nous reste un truc à vérifier, c'est comment on va gérer ce problème de l'évolution, parce que c'est aussi un peu pour ça qu'on faisait tout ça à la base. Mais là, quand même, même si vous êtes obligé de faire un acte de foi et de me faire confiance, on a nos schémas qui sont définis, qui sont accessibles à l'exécution. On est capable de dériver de ces schémas tout un tas d'opérations. Et maintenant, il reste à vérifier, est-ce qu'on sera capable de dériver des sérialiseurs qui résolvent le problème de l'évolution de nos ADT. Alors, on va récapituler ce problème d'évolution. Si on a notre code qui change, et donc nos structures de données métiers qui changent, on va avoir des problèmes de compatibilité ascendante-descendante avec les représentations qu'on a sorties de notre application, les trucs qu'on a sauvés en base de données, les messages qu'on a envoyés sur Kafka, etc. Nous, ce qu'on ne veut pas, parce que c'est aussi une solution dont je me suis rendu coupable certainement sur des projets précédents, ce qu'on ne veut pas, c'est se trimballer toutes les vieilles versions de nos modules métiers, juste pour pouvoir dériver à la compilation des sérialiseurs, et puis pas écrire trop de code. Au final, c'est très très moche, quoi. On se retrouve à maintenir tout l'historique de son projet, c'est absolument pas ça qu'on veut. Et on veut garantir la compatibilité ascendante-descendante. La backward, donc ascendante, c'est la plus importante, mais la forward, ça peut être nécessaire quand on a du microservice et qu'on ne peut pas mettre tout à jour en même temps. On va forcément se retrouver avec des anciens nœuds qui doivent quand même recevoir des messages des nouveaux, et donc il faut qu'ils soient aussi capables de comprendre ces messages-là, même si ils n'ont pas le code qui leur permet de comprendre. Eux, ils vivent dans un vieux monde, avec le vieux code, mais il faut quand même qu'ils soient capables de comprendre les nouveaux messages. Mais l'important, c'est que, en fait, tout ce problème-là, ça se résume à devoir comprendre des messages, à devoir lire des messages. Donc finalement, on doit pouvoir le résoudre en juste produisant des lecteurs alternatifs qui sont capables de lire les anciens messages et les traduire dans le nouveau monde, ou de lire les nouveaux messages et de les traduire dans l'ancien monde. On ne doit pas avoir besoin de changer la donnée qui est sur le wire. On ne va pas s'amuser à réécrire tous ces messages dans ces topics Kafka, par exemple. Enfin, on pourrait, mais c'est idiot. Mais ça va même au-delà, c'est-à-dire que si je reçois un message,
En principe, je dois pouvoir le traiter, un message venant d'un nouveau nœud ou d'un ancien nœud, je dois pouvoir le traiter dans mon application sans avoir à le réécrire complètement. C'est vraiment juste le lecteur qui doit être capable de lui faire sa tambouille pour retrouver ses petits. Ça, c'est plus une problématique de perf, mais ça peut être très important quand on a des gros volumes de données. Si je reçois des messages qui font, je sais pas, 1 giga, je ne vais pas m'amuser à réécrire 1 giga, une copie, parce qu'en plus mes ADT sont immutables, enfin, ce serait absolument pas possible. Donc il faut vraiment juste trouver des readers alternatifs pour être capable de gérer cette compatibilité ascendante et descendante. Alors la stratégie qu'on peut employer dans ce cas, c'est relativement simple. Ça commence par, premièrement, définir quelles sont les transitions que je peux faire entre deux schémas qui vont me permettre de garantir la compatibilité ascendante ou descendante. En gros, définir une espèce d'algèbre de transformation que je peux appliquer à mes schémas, tout en garantissant que les trucs restent compatibles entre eux. Ce set de steps de migration, il est fini, il est à peu près connu. Il y a des technos qui l'ont déjà plus ou moins défini, notamment Avro. Avro s'appuie sur des schémas. Vous connaissez Avro un petit peu, s'appuie sur des schémas qui gèrent la compatibilité ascendante-descendante en empruntant plus ou moins ce type de stratégie. Donc on a une liste de choses qu'on peut faire sur nos schémas en garantissant la compatibilité. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est définir les anciens schémas, par exemple, en fonction du nouveau et d'un certain nombre de steps de migration qui auraient amené des anciens aux nouveaux. Et une fois qu'on a ça, on a donc des nouveaux schémas pour les vieux messages. À partir de ces... donc oui, on obtient donc des schémas qui représentent les anciens messages dans le nouveau monde. Et une fois qu'on a ces schémas, on n'a plus qu'à dériver des lecteurs, comme on le ferait avec un schéma normal, et en principe, c'est gagné. Alors, à quoi ça ressemblerait dans la vraie vie ? Déjà, on aurait une espèce d'ADT qui nous définirait les étapes de migration. Alors là, j'ai mis les premiers trucs qui me passent par la tête, mais par exemple, ce qu'on peut faire, qui garantit que c'est compatible ascendant-descendant, c'est ajouter un champ avec une valeur par défaut. Si on ne met pas la valeur par défaut, on perd la compatibilité ascendante. Mais si on la met, on a la compatibilité ascendante. Renommer un champ, dans certaines conditions. Il ne faut pas renommer avec un nom d'un champ qui existe déjà dans le même record, sinon ça fout la merde. Mais grosso modo, si on renomme juste des champs, a priori, on reste compatible. Etc., etc. Il y a une liste qui est finie, que je ne connais pas encore complètement parce que ça reste exploratoire, mais cette liste, elle existe forcément. Ensuite, dans mon code métier, comment ça va se passer ? Imaginons que donc là, le code qu'on voit, c'est la V2 de mon application. J'ai mon schéma pour ma classe personne, qui est mon gros modèle métier, qui est défini, alors là je ne l'ai pas défini, mais qui est soit défini à la main, j'ai décrit le schéma de ma classe, soit je peux lui le dériver à la compilation. C'est l'état courant de mon code, ça j'ai le droit de le faire. Et ensuite je définis les anciennes versions en fonction de celui-là. Donc par exemple, je dis ici que la V1, pour passer de la V1 à la V2, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ajouté un champ âge, qui est de type int, et dont la valeur par défaut, c'est 0. Et puis encore avant ça, pour passer de la V0 à la V1, qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais renommé un champ qui s'appelait name en username. Voilà. Et, etc., etc. Le truc important à noter ici, c'est que le type personne, mon type métier, il existe qu'en un seul exemplaire, et c'est toujours le type courant, la version courante de mon ADT. Et tout ce que je fais, c'est définir les anciens en fonction d'un chemin qui a mené de ce que je vais définir vers le nouveau. C'est un peu à l'envers, mais au moins ça permet de ne parler que de ce qu'on connaît actuellement dans la version courante. C'est clair ou je le reformule ? Non ? Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, la lib magique de schéma hypothétique le ferait pour nous, mais si on devait le faire à la main, ce serait relativement simple d'implémenter ces migrations-là. Donc d'implémenter ce que cette méthode imaginaire-là nous renvoie. Par exemple, pour passer de personne V1 à personne V2, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, je vous ai mis la classe personne, mais on s'en fout un peu.
J'ai donc un champ âge qui est un int et deux champs string, username et email. Et pour passer entre la V1 et la V2, le champ âge a été rajouté. Bon, bah, qu'est-ce que je fais pour être capable de lire les anciens messages V1 dans le code V2? Tout ce que j'ai à faire, c'est dire, bah, avant que je rajoute le champ âge, ma classe personne, elle ressemblait à ça. C'était une paire de strings. Donc tout ce que je dois fournir, c'est un isomorphisme entre la paire de strings et ma classe personne. Et je peux le faire parce que bah, j'ai rajouté un champ âge, ça ne se voit pas, avec une valeur par défaut. Et du coup, bah, quand j'avais l'ancienne version, j'ai juste à mettre la valeur par défaut pour le nouveau champ. Et puis, bah, quand j'ai la nouvelle version, j'ai juste à retirer le champ qui a été ajouté, et je me retrouve avec la paire de strings ancienne. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Et ce truc-là, là, je peux l'écrire à la main, mais je peux aussi l'écrire automatiquement. Tout ce que j'ai besoin de connaître, c'est le step de migration qui dit qu'on a rajouté un champ qui s'appelle âge, qui est de type int et qui a pour valeur par défaut 0. Et ça, je peux le générer, c'est mécanique, je peux le déduire automatiquement. Et puis une fois donc que j'ai ce schéma pour les anciens messages, bah, tout ce que j'ai à faire, c'est utiliser ma lib hypothétique comme je l'utiliserais avec n'importe quel schéma, et j'obtiens un reader qui va être capable de lire les anciens messages qui n'ont pas le champ âge, et sans modifier le message, de me fabriquer une personne qui, elle, a le nouveau champ âge, parce que dans l'état courant de mon application, il y a un nouveau champ qui a été rajouté. Donc en fait, on a résolu le problème de l'évolution. Ça a l'air de vous hyper de ouf, c'est génial. Et du coup, bah, c'est fini. Ou presque. Le point qu'il faut que vous reteniez ce soir, c'est que avoir des schémas, donc des représentations au runtime des types, ça nous permet d'avoir tout un tas de trucs gratuitement. Gratuitement dans le sens où il n'y a pas besoin d'écrire du code pour l'avoir. Alors on a vu la sérialisation évolutive, j'ai inventé ce mot pour le talk, hein, c'est la sérialisation qui permet de garantir la compatibilité ascendante et descendante. Ça, bon, je me suis pas mal étendu dessus. Mais avec le même schéma, le même formalisme et la même mécanique de dérivation, on peut aussi gratuitement avoir des générateurs aléatoires de nos données pour nos tests par propriété, scala check, etc. Avec le même code, j'ai juste à rajouter une ligne pour récupérer mon truc gratuit. Mais on peut aussi avoir automatiquement des formulaires et plus généralement des interfaces utilisateurs, parce que ça aussi, ça ne dépend que de la structure de notre donnée. Donc imaginez un truc où vous avez vos schémas qui sont stockés dans une base de données, votre API qui fait que renvoyer des schémas au client, le client qui génère des UI à partir du schéma qu'il a reçu de l'API, et quand vous voulez modifier votre modèle métier, ben en fait c'est le PO qui le fait avec une petite interface d'admin, et pof, c'est en prod, c'est direct, il n'y a pas de code à écrire, c'est fini. C'est gratuit, et c'est bien fait, et ça marche, et puis c'est testable, etc. C'est pas mal, non? Mais on peut aussi avoir tout ce qui est autour des queries SQL et des migrations. Parce que mes migrations que j'ai écrites tout à l'heure avec mes migration steps, il n'y a rien qui m'empêche de générer des scripts SQL pour mettre à jour ma base pour de vrai. Ça, c'est tout à fait faisable. C'est relativement facile en plus. Et puis on peut vraiment être fou et se dire, tu connais un peu Martin, on peut faire des pipelines de données qui vont valider de la donnée en entrée, la transformer de façon plus ou moins complexe et l'écrire dans d'autres formats pour utiliser dans un environnement big data, etc., qui sont purement génériques. C'est-à-dire on va écrire 0 case class pour décrire les structures de données, on va juste écrire un pipeline une seule fois qui va faire des opérations et qui prend en entrée quoi? Un schéma. Puis demain j'ai une nouvelle source de données, j'écris son schéma, je le branche et puis ça marche. Et j'ai pas écrit de code. Donc avoir des schémas, ça nous donne quand même tout un tas de trucs super cool, gratuitement, de façon pas très compliquée. Et il se trouve que la librairie hypothétique dont je vous parlais, elle est pas si hypothétique que ça s'appelle Scala Z-Schema. C'est un travail en cours. Pour le moment, on a la représentation des schémas qui fonctionne, on est sûr qu'elle est bonne. On a le mécanisme de dérivation
qui fonctionne et qui a été testé sur plusieurs types on appelle ça des opérations. On a des readers et des writer play, on a des générateurs Scala check, on a des shows Scala Z, etc. En fait, on est sûr qu'on a tous les cas et donc on est sûr que ça marchera. Ce qu'on n'a pas encore implémenté, mais on a une stratégie, c'est toute la partie évolution et migration. C'est en cours, il y a quelqu'un qui travaille dessus. Et voilà, vous avez mon handle Twitter. Oui, je m'appelle Valentin. Je ne m'étais pas présenté. Vous pouvez me poser n'importe quelle question. Je peux vous faire une visite guidée du code si vous voulez contribuer, parce que toutes les contributions sont bienvenues. Évidemment, le code est un petit peu plus compliqué que ce que laisse supposer ma présentation, j'espère. Mais c'est principalement parce que y a pas mal de types de partout, mais sinon c'est relativement clair aussi, je pense. Et voilà, on va essayer de sortir ça le plus tôt possible, parce que très franchement, il y a moyen que ça puisse changer la vie, parce que il y a juste une ligne à écrire pour avoir sa sérialisation, Avro, JSON, etc. Et je prends les questions, évidemment. Oui. Du coup, quelle est la dépendance à Scalasi, vu que c'est un sous-projet de Scalasi? Alors, c'est effectivement un projet qui est dans l'ombrelle Scala Z. Pour le moment, on a une dépendance à Scala Z, mais qui est très faible, qui est pour les... de mémoire. De mémoire, ouais, on a besoin de transformation naturelle qu'on pourrait redéfinir. Il y a une issue, si tu veux, pour passer en mode zéro dépendance, qui est... on y réfléchit. En fait, on n'utilise pas les foncteurs, les monades, etc. parce qu'on a besoin de se placer un cran au-dessus. Donc on a des foncteurs, des monades, mais qui ne sont pas les mêmes que Scala Z. Donc au final, on réutilise très très peu. Donc si demain c'était une nécessité, on pourrait devenir zéro dépendance. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Oui. Je suis pas sûr de voir la partie compatibilité ascendante. Descendante, je vois. Enfin, rétro, je vois. Ouais. Forward, j'ai plus de mal. Que le besoin ou le... Non, le comment c'est fait. Parce que je vois qu'on a sur la rétro, tu as les migration steps sur ton nouveau code du nouveau monde. Sur le code de l'ancien monde qui doit avoir des nouveaux champs. Ce serait l'inverse en fait, tu passerais de... Mais l'idée c'est toujours la même chose en fait, c'est que... Attends, je suis où? Il faudrait quand même qu'il y ait le code du nouveau monde. Non, parce que tu vois, ici tu fais un ISO entre la représentation de l'ancien ou du nouveau et l'état courant de ton code. Ouais. Mais ici tu as la représentation. Et ça, elle ne changera pas. Ce sera toujours des paires de type primitif, enfin des sommes et produits de type primitif. Sauf que le personne. Ah oui, d'accord. Donc le type personne ne représente pas la même chose dans le nouveau et dans l'ancien monde. Si tu voulais faire si tu voulais faire le descendant de V2 vers V1, alors tu t'appuierais pas évidemment sur ce schéma-là, mais tu aurais quasiment le même ISO, sauf que là tu aurais in string string vers personne. Et tu inverses ces deux fonctions et c'est gagné. À peu près. Okay. Presque. Pas tout à fait parce que celle-là elle ne marcherait pas, mais tu vois l'idée quoi. Et du coup, autre question, là actuellement dans la... Par contre, pour finir, la compatibilité descendante, enfin la forward compatibility, ça ne fonctionne que si tu es capable de fetcher des schémas à l'exécution. Ah oui, okay. Parce que forcément, tu ne les connais pas encore, vu qu'ils ne peuvent pas être écrits dans ton code, vu que ça parle de trucs qui n'existent pas au moment où le code a été écrit. C'est ça qui me manquait donc tu peux faire des jolis trucs comme ça pour garder la compatibilité ascendante, avec tout ton historique finalement de comment a évolué ton ADT, ce qui peut être aussi cool à avoir dans son code, ça ne prend pas trop de place. Mais ça, en gros, c'est vraiment le minimum que tu puisses avoir dans ton code pour gérer ça, mais sinon tu pourrais faire tout au runtime, à base de schéma registry, façon Avro. Ouais. Et du coup, dans l'hypothétique, pas hypothétique librairie, du coup, les schémas sont vraiment dérivés à la compile ou pas? C'est une issue qui est ouverte. Moi, j'avais fait un premier POC à base de shapeless, ça marche, il n'y a pas de souci. Enfin, ça marchera, c'est à faire, mais ce sera fait. Okay. Mais voilà, à utiliser avec parcimonie et bon escient.
parce que si tu dépends trop de dérivation à la compilation, tu retombes dans ces problèmes-là. Si ton projet est petit, qu'il évolue pas souvent, c'est peut-être pas grave. Et puis le jour où ça devient grave, en fait, tu utilises cette technique-là et c'est bon, quoi. Ok, super. Merci. Oui. Tu as parlé tout à l'heure de Avro, qui visiblement embarquerait un mécanisme un peu similaire. Du coup, ça se situe comment? Un peu, c'est différent? Avro, c'est Avro. Avro, il a des schémas, il va être capable de te dire si deux schémas sont compatibles, ascendant-descendant. Il va être capable de te faire des lecteurs pour d'autres versions que celles que tu as en cours, mais c'est tout. Tu ne vas pas pouvoir déduire de ton schéma Avro un schéma JSON. Tu ne vas pas pouvoir en déduire un générateur scala check, tu ne vas pas pouvoir en déduire des formes, des UI, etc. Donc l'avantage de réinventer la roue, entre guillemets, et de refaire ce truc-là, c'est que derrière, nous, on peut donner plein de fonctionnalités gratuitement. Ouais, c'est un niveau au-dessus d'abstraction, quoi. Oui. Moi j'ai une remarque déjà pour commencer, je ne sais pas si une remarque, c'est plutôt une réflexion personnelle là, par rapport à quelque chose que j'ai cru t'entendre dire que ça allait simplifier finalement la gestion de la donnée, l'équipe de données, quelque chose comme ça. Et notamment de leur évolution au sein des applications. Moi j'ai l'impression qu'on déplace la complexité, il y a une complexité que vous cherchez à résoudre dans le cycle de vie de maintenance des applications. Je ne sais pas si c'est vraiment dernier, c'est les problèmes que je découvre un peu. Et à un moment, tu as, je ne sais pas, annoncé que ça allait, prétendu, je ne sais pas vraiment, les termes sont peut-être un peu agressifs, prétendu que ça allait aider à simplifier ces problèmes-là, alors que j'ai l'impression qu'on déplace le problème et qu'il y a une complexité qui est existante aujourd'hui alors, je ne sais pas si c'est dans le cycle de vie de l'application, le travail des développeurs ou l'écriture des applications stricto sensu, mais cette complexité elle est là aujourd'hui parce que si les gens font toujours le même travail, c'est que le problème n'est pas simple. Le problème est simple, mais les solutions, oui, le problème est simple, mais les solutions faciles le rendent plus complexe. Pour jouer un peu sur la dichotomie simple, facile, complexe, difficile. La complexité elle est là, c'est intrinsèquement j'ai l'impression qu'elle est là. Oui, mais d'abord, elle pourrait être résolue une fois pour toutes à travers tous les projets. Elle n'est pas dépendante de ton problème métier. D'accord, la sérialisation, tout ça ne dépend que de la structure de la donnée, et la structure, elle est toujours algébrique, et c'est toujours des sommes des produits, etc. Actuellement, il y a plein de gens qui ont ce problème, mais qui ne s'en sont pas encore rendus compte, parce qu'ils n'ont jamais eu le problème de compatibilité ascendante-descendante, et leur serialiseur JSON dérivé à la compilation leur suffit très bien. Mais ils utilisent une lib pour faire la sérialisation de JSON, et puis ils ne se sont pas aperçus qu'avec la même abstraction, ils pourraient générer leurs UI web, par exemple, ou leur script de migration SQL, etc. Donc, cette complexité, elle est là, mais des fois, elle n'est pas encore détectée. Et effectivement, la solution, c'est de rajouter un petit peu plus de code, à savoir de découpler, en gros, ton modèle métier de son schéma, ce qui, effectivement, peut paraître ajouter de la complexité, mais derrière, ça te donne tellement de choses gratuitement que ça peut être adapté pour la plupart des projets. Évidemment, si tu fais un tout petit truc qui va balancer 3 champs dans une requête HTTP, tu n'as peut-être pas besoin de faire un schéma. Mais dès que ça commence à être plus gros, ça peut être intéressant de le faire. Et ça peut être fait de façon à minimiser les coûts pour toi, tout en maximisant le bénéfice. C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, dans ce cas-là de schéma. Je comprends bien l'intérêt, hein. C'est sans aucun doute, tu as éveillé ma curiosité. Je suis vraiment content d'être venu, clairement, merci pour ça. Mais je me posais cette question d'une forme de déplacement finalement de la complexité plus que de disparition. La complexité, elle est là, et pour résoudre un problème complexe, on a besoin d'une solution plus complexe. Oui, c'est pas si complexe que ça, mais oui, il y a cette complexité-là qui est en fait souvent cachée sous le tapis. Tu dis c'est pas si complexe que ça, mais tu as le nez dans la mise en place de la solution, donc peut-être que tu trouves ça moins complexe aussi que... Après, ça dépend du sens qu'on met derrière complexe, mais la solution, unit, somme, produit, c'est pas très compliqué, c'est pas très complexe, c'est simple, c'est pas facile, parce que derrière ça ramène plein de trucs super marrants, mais pas facile, mais par contre c'est simple. La solution actuelle de générer des trucs à la compilation, elle est facile, mais elle n'absorbe pas la complexité en fait. Donc elle n'est pas considérée qu'elle soit simple. Moi, si je peux rebondir sur ma compréhension du problème, c'est que je suis d'accord avec toi, la complexité elle est là, elle a toujours été là et on l'a toujours eu depuis des années.
Là, ce que présente Valentin, c'est très complexe aussi. On peut avoir l'impression que c'est un déplacement de la complexité, et c'est le cas. C'est juste qu'en fait, c'est une factorisation de n complexité qu'on avait avant, de génération, de décodeur, encodeur JSON, du hide, etc., tout ce qu'il a présenté. Ça, on le faisait n fois, avec des librairies différentes. Là, ici, ce qu'il présente, c'est, à mon sens, peut-être plus difficile à mettre en place, parce qu'il y a beaucoup de types, il y a des notions compliquées, etc. Par contre, ça, c'est le fait que ce soit un peu plus difficile, en fait, c'est le prix de la factorisation de toutes ces difficultés. On les factorise toutes en une seule grosse difficulté, qui effectivement est peut-être un peu plus difficile, mais par contre... Oui, mais ça, c'est notre problème en tant qu'auteur de la lib. Ouais, mais oui, bien sûr. C'est normalement... Pour nous, alors, pour nous, la là, complexité, on se la mange. Hein. Je te promets, il n'y a pas de souci. On voit un peu la genèse, et puis on voit un petit peu derrière les cordes, enfin, les fils qu'il y a derrière la lib un tout petit peu. On se rend compte que ça peut être un petit peu compliqué à manipuler, parce que on parle de transformation naturelle, etc. Donc on n'aurait pas besoin quand on fait ce qu'on fait d'habitude avec les encodeurs JSON, etc. Mais voilà, je pense que le fait que ça soit un peu plus complexe, c'est le prix qu'on paye à factoriser la multiple complexité qu'on avait avant. Après, tu te retrouves avec un peu de type. Je t'accorde qu'il reste de la complexité, mais en gros, on a tout rangé là. Et comme ça, toi, tu n'as plus besoin de t'en soucier. Quoi. On a pris tout plein. Vous résolvez la complexité d'une façon ou d'une autre. À la fin, il ne faut pas trop regarder les signatures. Ouais, non, puis là, vraiment, l'ADT, il ne faut pas regarder. Quoi. Non, mais c'est pour ça que je propose de faire des visites guidées pour expliquer tout ça, qui n'est pas si dur. Il y en a beaucoup, mais on peut ignorer la plupart des types la plupart du temps. Valentin est un bon professeur, donc n'hésitez pas, c'est une bonne porte d'entrée avec le système FP, enfin OSS. Je confirme, ayant beaucoup appris de lui, je confirme. J'ai deux autres questions. Il y en a une, c'est par rapport au déplacement de la complexité, des problèmes de compatibilité, puisque ça veut dire que si ta façon de représenter tes schémas d'une version à une autre de ta lib change, tu casses ta capacité à rester compatible. Je ne sais pas si ma question est claire, mais à partir du moment où, pour assurer la complexité forward, tu as besoin d'être capable de décrire une façon de faire désévoluer ton schéma, ouais, une façon de faire en arrière, tu as besoin d'être capable d'envoyer cette métadonnée finalement. Ouais. Donc si ta description, si ta façon d'envoyer ta métadonnée change, tu casses ta capacité à être... Oui, mais tu peux faire un schéma de schéma. On va faire ça à un moment donné parce qu'on a besoin effectivement de résoudre ces problèmes de sérialisation, désérialisation des schémas. Un type qui fait des trucs méta. Et la seule solution valable, c'est de faire un schéma de schéma et de tirer ça de ça. Et de faire un schéma des migration steps que j'ai présenté rapidement. Et ça, c'est assez simple. C'est un ADT classique. Donc, En fait, en ingénierie dirigée par les modèles, ils disent que tu n'as pas besoin d'aller au-delà de... Tu ne vas pas faire un schéma de schéma de schéma de schéma. Souvent, au bout de 3 niveaux, tu n'as pas besoin de plus. En fait. C'est une question que je me posais dans la question précédente. Et il y a aussi des opérations... Là, je suis passé très vite, mais il y a aussi des opérations que tu peux vouloir faire dans la vraie vie et qui vont casser cette compatibilité ascendante-descendante, que tu ne seras pas capable de représenter sous forme de migration step. Et c'est aussi un point qu'il va falloir qu'on adresse à un moment donné. Mais dans l'absolu, tu peux écrire ton propre isomorphisme qui va bien, et puis, même si ce n'est pas un vrai isomorphisme. Du coup, j'ai une dernière question. C'est quoi les moyens de vous contacter au-delà de ton handle On a un channel sur GitHub. Donc le GitHub est sur le slide ici, et le GitHub reprend le même nom que le repo, scalaz/scalaz-schema. Et là, il y a toujours quelqu'un qui répond. Soit moi, soit d'autres. Oui. Ça va être assez rapide, mais à ta connaissance, est-ce qu'il existe des projets similaires dans d'autres langages? Alors, il existe un projet similaire en Scala, dont on s'est inspiré beaucoup au début, qui s'appelle Xenomorph. Qui du coup maintenant il est plus simple que le nôtre, hein. Un peu, ouais. Enfin pas pour tout, mais donc et qui est un port d'un truc qui était fait en Axe H-A-X-E, qui est donc un Haskell sur la plateforme PHP, si j'ai bien compris. C'est un ActionScript en fait. Ah ouais? ActionScript, c'est comme Flash à l'époque, qui peut tourner sur ce que tu veux, parce que c'est un métalangage qui peut tourner en PHP ou en JS ou en Ok. Ah ça j'ignorais. Donc ça a été fait par un gars qui s'appelle Chris Nauticon,
qui est un peu connu dans la communauté Scala. Après, je t'avoue que j'ai pas trop regardé en dehors de Scala. Mais ouais, j'achète toute référence parce que moi j'aime bien pomper les idées, ça me fait gagner du temps. Oui. Est-ce que dans ce projet on parle de finalement transporter le schéma également avec la donnée ou c'est une Alors, information qui est pas... en fait, c'est nécessaire. Si tu veux pouvoir avoir cette compatibilité ascendante-descendante, il faut au moins que tu sois capable d'étiqueter ta donnée avec une métadonnée qui dit dans quelle version du schéma elle a été écrite. La version est également le moyen de le décoder ou... Bah, après, comment tu pars de cette... En gros, tu as un ID de schéma sur chacun de tes messages. Comment tu vas de l'ID de schéma au schéma concret, ça, c'est pas trop à la libre de le décider, mais plutôt à toi. Et nous, après, on peut te fournir des outils pour sérialiser, désérialiser tes schémas, etc. Ça peut être un bon... Enfin, tu vois, si tu veux réimplémenter un schéma registry, parce que c'est le mécanisme du schéma registry Avo, hein, par-dessus ce qu'a Z schéma, nous, on est chaud, on peut t'aider, ça peut être cool comme cas d'usage. Et j'ai du mal à saisir en fait comment, au final, des classes qui sont quand même compilées à l'instant T, avec des schémas aussi dynamiques soient-ils, peuvent ensuite fonctionner sur une version d'un schéma qu'on enverrait au runtime. Alors, ce que tu peux faire en gros, dans ton schéma sérialisé, tu vas avoir tout sauf les isomorphismes. C'est-à-dire que tu auras vraiment juste la structure, tes paires de unit, prime, etc. Mais par-dessus ça, dans ton code compilé, tu peux générer à la compilation un petit bout de truc qui va faire la colle entre la représentation générique et ta classe actuelle. Et par contre, ce que tu vas perdre quand tu fais ça au runtime, c'est la garantie que ça marche à tous les coups. Donc au lieu d'avoir des opérations directement, tu auras des opérations de either une erreur ou le résultat. Parce qu'il se peut très bien que le schéma que tu vas recevoir ne corresponde pas du tout à ta caisse classe. Mais oui, ça effectivement, au niveau sérialisation des schémas et donc des sérialisations, il y a des trucs qu'on ne va pas pouvoir sérialiser. Parce que les isomorphismes, c'est des fonctions, et ça ne sérialise pas top les fonctions, en général. Même s'il y a des gens qui font ça, ça s'appelle Spark. Mais c'est pas super bien fait. Oui. Je trouve ça super intéressant. Merci. Et, je suis assez étonné de ne pas en avoir entendu parler auparavant. Alors du coup, je me demande si c'est un concept très récent ou alors s'il y a des downsides dont tu n'as pas parlé. Alors, le concept de schéma, c'est pas très récent. Moi, ça fait... Smartlex, 2016 Ouais, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans que je touche à ces trucs-là, au début un peu à la main, et puis depuis ce projet de façon un peu plus formelle. Le projet, il a démarré l'été dernier. On a galéré 6 mois avant de trouver le bon encoding pour le schéma. Et depuis qu'on l'a trouvé au courant décembre, là, ça avance beaucoup plus vite. Je t'avoue qu'effectivement, pour rebondir sur la question de David, moi je ne suis pas très au courant de si c'est une idée qui a déjà été implémentée dans d'autres mondes que le monde Scala. Je sais qu'il y avait Xenomorph qui, lui, ça fait plus de 3 ou 4 ans qu'il existe, mais qui est un peu... C'était plus un proof of concept qu'un truc à viser d'être vraiment utilisé en prod. Donc voilà, nous on est quand même un projet assez jeune. Et effectivement, vous êtes les premiers gens à qui j'en parle publiquement, mais vous n'êtes pas les derniers. Donc c'est peut-être pour ça que tu n'en avais pas entendu parler avant. On continue les questions autour de la nourriture. Merci beaucoup encore. Ouais.